plus grande démocratie du monde, avec plus de 1,3 milliard d'habitants, est l'un des principaux alliés de l'Occident en Asie. Son premier ministre, le populiste Narendra Modi, a profité du forum de l'Organisation de coopération de Shanghai pour adresser à Poutine des reproches au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine. Le Premier ministre indien Modi dit à Poutine de la Russie que l'heure n'est pas à la guerre. Paradoxalement, l'Inde n'a pas appliqué les sanctions occidentales à la Russie. Les importations indiennes de pétrole russe ont été multipliées par 50 depuis avril. Ces sanctions sont destinées à pénaliser l'économie russe qui repose essentiellement sur les exportations de matières premières. Le pétrole, tout comme le gaz, est l'une des principales sources de revenus de la Russie. Donc, d'une certaine manière, les achats de l'Inde en pétrole ont permis à la Russie de ne pas couler et de continuer à financer sa guerre en Ukraine. D'ailleurs, l'Inde n'est pas la seule à avoir ignoré les sanctions économiques imposées par l'Occident. Mais ce qui est réellement étonnant, c'est que ça n'empêche pas l'Inde et les États-Unis de se rapprocher toujours plus. Les États-Unis souhaitent augmenter leur vente d'armes à l'Inde malgré les sanctions contre la Russie. Joe Biden a rencontré Narendra Modi à 2 reprises depuis le début de la guerre. Mais les requêtes pressantes de Washington à New Delhi d'arrêter d'acheter du pétrole russe ont été ignorées par Modi. Et pourtant, ça n'a pas empêché la Maison-Blanche d'autoriser un programme de coopération militaire d'une valeur de 500 millions de dollars au bénéfice de l'Inde. Les États-Unis cherchent à désarmer l'arsenal russe de l'Inde grâce à un plan d'aide à l'armement. Un accord potentiel de 500 millions de dollars alignerait l'Inde avec Israël et l'Égypte. L'Inde est le plus gros acheteur de matériel militaire de fabrication russe. L'Inde semble avoir du mal à choisir son camp. Alors, est-ce que le soutien financier de New Delhi à Moscou revient à une approbation tacite de la guerre de Poutine contre l'Ukraine? Si oui, alors pourquoi les États-Unis ferment les yeux et continuent d'armer l'Inde? Pour comprendre, piqûre de rappel historique. Tiraillé entre 2 géants. L'Inde a longtemps été l'archétype du tiers-monde. L'expression a été officialisée en 1955 lors de la conférence de Bandung, mais elle circulait déjà dans les années 50 en résonance avec le concept de tiers-État durant la Révolution française. Elle permettait aux États qui ne souhaitaient pas s'aligner sur les 2 blocs de la guerre froide de rester neutres. La conférence de Bandung a été l'occasion pour beaucoup de pays, en premier lieu ceux issus de la décolonisation, de refuser de s'aligner sur le bloc occidental constitué notamment des anciennes puissances coloniales ou alors sur le bloc soviétique. Si le bloc occidental capitaliste était le premier monde et que le bloc soviétique communiste était le second monde, alors il deviendrait le tiers-monde. On trouvait dans ce groupe, entre autres, l'Indonésie, la Yougoslavie et l'Inde. Cette expression donnera d'ailleurs naissance 6 ans plus tard au mouvement des non-alignés au cours de la conférence de Belgrade. Bref, quand l'Inde devint indépendante en 1947 du Royaume-Uni, en même temps que le Pakistan, le pays était un hybride. D'un point de vue politique, la jeune nation avait adopté un régime démocratique. Mais d'un point de vue économique, le pays avait adopté la formule de la planification quinquennale, chère à l'Union soviétique et à la Chine populaire. Et puis, contrairement à l'Occident, l'Union soviétique a toujours pris parti pour l'Inde durant les votes clés à l'ONU. Moscou reconnaît la souveraineté indienne sur le Cachemire, revendiquée par le Pakistan. Les États-Unis et plus largement l'Occident ont été beaucoup plus évasifs sur la question. Pareil pour le programme nucléaire indien. L'Inde n'a réalisé son premier essai de bombe atomique qu'en 1974, ce à quoi les États-Unis ont répondu avec une armada de sanctions économiques. Tout à fait à l'opposé, la réaction de la Russie fut de fournir l'Inde en eau lourde pour refroidir les centrales nucléaires tout en lui fournissant une assistance technique. Et on ne parle pas que de diplomatie, de coercition économique et de coopération scientifique. Il y a aussi un autre volet, et pas des moindres, celui de l'armement. C'est le pilier central sur lequel repose l'amitié russo-indienne. En 2016, la Russie fournissait 69% des armes importées par l'Inde. Évidemment, comme l'Inde fait partie du mouvement des non-alignés, New Delhi s'est aussi fourni chez d'autres équipementiers, comme par exemple la France ou les États-Unis. Mais qu'est-ce qui explique cette proportion écrasante de l'équipement militaire de fabrication russe dans l'armée indienne? Mais c'est assez simple en fait. Les armements russes ont de nombreux défauts, mais ils sont extrêmement compétitifs au niveau du prix. Alors, il y a les armes de fabrication russes, mais il y a aussi les pièces pour réparer le reste. 80% des pièces détachées utilisées par l'armée indienne proviennent de Russie, et la liste continue. Alors un autre truc qui compte pour beaucoup, c'est la coopération énergétique. C'est vrai que le gaz ne représente que 6% du mix énergétique indien. Mais en 2019, les autorités indiennes ont passé un accord avec Rosatom, une société d'État russe, pour la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. L'entreprise russe est déjà en train de construire les réacteurs numéro 5 et 6 de la centrale électrique de Kudankulam, l'une des principales du pays. Que ce soit sur le plan militaire, énergétique, politique, économique ou scientifique, la coopération russo-indienne est très étroite. D'ailleurs, 6 Indiens sur 10 sont satisfaits de cette alliance stratégique et ce, qu'importe la guerre en Ukraine. Mais cette alliance, justement, est-elle par simple intérêt mutuel ou c'est une affinité idéologique ? Une part vers l'est, 2 parts vers l'ouest.
C'est en 2014 que Narendra Modi devient le premier ministre indien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur lui? Déjà, Modi est un populiste ultranationaliste et sa cote de popularité est très élevée. Son parti, le BJP, détient plus de 60% des sièges de la chambre basse du Parlement indien. Alors, sur quoi repose l'idéologie de Modi? Elle repose sur 3 piliers: l'ultranationalisme, la technocratie et le rapprochement avec l'Occident. Malgré sa rhétorique ultranationaliste, Modi a été très proche de Barack Obama. Ça n'a pas empêché la parfaite entente entre Washington et New Delhi après l'arrivée au pouvoir de Trump en 2017. Alors, ce rapprochement avec l'Occident, ça veut dire quoi? Et en fait, c'est surtout un jeu d'alliance, mais pas contre le Pakistan, un allié proche, même si discutable, des États-Unis. Non, une alliance contre une autre puissance rivale, la Chine. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Inde a intégré le Quad, une alliance stratégique qu'elle compose avec les États-Unis, l'Australie et le Japon. Une organisation conçue spécifiquement dans l'idée de contenir l'expansionnisme chinois. Un objectif qui se traduit dans les faits par un positionnement diplomatique commun, mais aussi par le commerce d'armes. Et pourtant, l'Inde fait aussi partie de l'Organisation de coopération de Shanghai. Celle-ci vient de se réunir à Samarkand en Ouzbékistan et répond surtout aux intérêts géostratégiques de la Russie et de la Chine, et un peu à ceux des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Alors, étonnamment, l'OCS a permis l'organisation d'actions de coopération militaire entre la Russie, l'Inde et la Chine. Des contingents de l'armée indienne ont d'ailleurs participé il y a quelques semaines à des exercices militaires conjoints Vostok 2022 organisés en Russie. L'Inde participe à reculons à l'exercice militaire avec la Russie et la Chine. 50 000 soldats, 140 avions et 60 navires de guerre sont déployés depuis jeudi 1er septembre par la Russie, l'Inde et la Chine. Un exercice militaire conjoint à haute teneur politique pour Moscou, mais qui place New Delhi face à ses ambiguïtés géostratégiques. L'Inde a ainsi annoncé qu'elle ne participerait pas aux manœuvres en mer du Japon. Mais au-delà des aspects spécifiquement militaires, les 3 pays font aussi partie de l'ensemble BRICS, avec le Brésil et l'Afrique du Sud. Les BRICS, c'est un peu l'anti-G7, un club qui serait un peu plus proche d'un monde multipolaire. Parenthèse fermée, on revient au commerce de l'armement entre l'Inde et l'Occident. Les équipements militaires occidentaux sont beaucoup plus performants que ceux des Russes. Évidemment, on vous parle pas des armes vedettes de l'industrie militaire russe comme les systèmes de défense antimissiles S-400, les missiles supersoniques Onyx ou les Sukhoi Su-57. Avec ses énormes atouts comme sa fiabilité en toutes conditions, sa durabilité, sa facilité d'entretien et de démontage, la mythique Kalash est toujours exportée ou répliquée, notamment en Inde. Moscou et New Delhi ont signé un accord pour produire des fusils d'assaut Kalachnikov en Inde. Mais leurs missiles de pointe Iskander et leurs 3 M54 calibres sont à la ramasse. Les Kamov K-52, l'un des meilleurs hélicoptères de combat de la Russie, peut être abattu par des mitrailleuses légères 7,62, ce qui se passe d'ailleurs en Ukraine. Le drone Orlandis est devenu la risée des Ukrainiens. Vendu entre 80 et 93 000 euros par unité, il embarquerait une bouteille plastique à la place du réservoir et une caméra tout public bas de gamme. Les véhicules de combat BMD, les camions Ural pour le transport de matériel et de troupes, les lance-roquettes BM-21 Grad, les célèbres chars d'assaut T-72 B3, la dernière version, les blindés BTR-82A, les batteries anti-aériennes mobiles Pantsir S1, tous des exemples de la décadence de l'équipement militaire russe. Ils ne rivalisent tout simplement plus avec les armements de l'OTAN, soit du fait de leur retard technologique ou par manque d'entretien ou de pièces de rechange à cause des sanctions occidentales. Avec un arsenal si peu convaincant, difficile pour la puissance indienne, la cliente de la Russie, de dissuader sa rivale, la Chine. L'Inde a besoin de s'équiper en armements occidentaux, ce que Modi ne se prive pas de faire. Avant 2016, la Russie représentait 69% des importations, mais aujourd'hui, Moscou ne pèse plus que 30% des importations d'armes de l'Inde. La France lui est passée devant, surtout grâce à la vente d'un des meilleurs avions de chasse de sa génération, le Rafale. L'Inde s'est aussi fournie au cours des dernières décennies du Mirage 2000, mais elle devrait le remplacer d'ici 2035 par sa propre flotte de Tejas Mark II, un chasseur de conception indienne. Alors comment l'Inde fait-elle pour financer ces équipements très coûteux ? Déjà, l'une des solutions, c'est la création de joint ventures indo-états-uniennes. Ainsi, l'État indien peut faire des économies en abaissant les coûts de production. Alors forcément, pour des questions de sécurité, les ingénieurs indiens n'ont pas accès à toutes les données nécessaires à la conception de ces équipements militaires, même si la rétro-ingénierie est toujours possible. Les performances globales sont affectées, mais elles restent meilleures que celles des armements russes. Ce type de partenariat pose des contraintes. L'industrie indienne est très centralisée. Elle est dominée par des géants, propriété de l'État, et hyper bureaucratique. On pense par exemple à Hindustan Aeronautics Limited, à l'origine du Tejas Mark II, qui remplacera les Mirage 2000 à l'horizon 2035. En 2020, Modi ouvre l'industrie de la défense aux investisseurs étrangers. Ils peuvent désormais détenir jusqu'à 74% du capital d'une société indienne d'armement, alors qu'auparavant, ils ne pouvaient en détenir que 49%. Les résultats, ils n'ont pas tardé. Lockheed Martin et Tata Advanced Systems ont signé un accord d'association historique et déclarent leur intention de produire ensemble le F-16 Block 70 en Inde. Mais le renouvellement d'un arsenal entier prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent.
La Russie reste un partenaire crucial pour l'Inde, à la fois dans le domaine de la défense et de l'énergie. Et c'est pour cette raison que New Delhi a décidé de ne pas condamner ni sanctionner la Russie. L'Inde s'est quand même abstenue à 11 reprises de condamner l'agression russe lors des scrutins aux Nations Unies. En fin de course, l'Inde est gagnante sur tous les tableaux. L'Inde tente de diversifier ses sources d'énergie avec du pétrole russe bon marché. Avant la guerre, la Russie ne représentait que 0,5% des importations de pétrole de l'Inde. Aujourd'hui, elle pèse plus de 10%. Alors que l'Inde n'achetait que 22 500 barils par jour en avril 2021, elle en importe 680 000 quotidiennement un an plus tard. Les plus malins d'entre vous remarqueront que les sanctions occidentales ont raté l'effet escompté. Elles auraient en réalité entraîné la croissance de l'industrie pétrolière russe. Bah oui en fait. New Delhi a fait une très bonne affaire. Quand les cours du baril de Brent a atteint son pic à 120$, l'Inde a proposé à la Russie de lui racheter avec un rabais de 35$. La Russie, elle n'avait pas le choix. Du coup, elle a accepté l'offre indienne et un accord similaire a aussi été conclu avec la Chine. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui lui en achète 680 000 quotidiennement. Donc, si l'Europe cesse complètement de s'approvisionner en pétrole russe, ce qui devrait se produire en décembre, alors l'Inde ne suffira pas à couvrir les pertes, surtout si elle paie 35$ de moins par baril. L'embargo européen, qui vise à réduire de 90% les importations de pétrole russe, n'entrera en vigueur qu'en décembre de cette année. Sauf que face à la crise énergétique, les économies européennes sont en train de se gaver de pétrole russe tant qu'elles le peuvent. Alors pas sûr que ce soit très efficace pour pénaliser la Russie. Bon, dans ce contexte, qu'en est-il des relations indo-états-uniennes ? Les colliers des perles. L'autre menace que l'Occident prend très au sérieux, c'est l'expansionnisme de la Chine. À cet égard, les intérêts de l'Inde coïncident avec ceux de l'Occident. L'Inde a beaucoup à perdre face à son rival chinois. La Chine et l'Inde s'affrontent sur plusieurs fronts et les enjeux sont très importants. Ils ont notamment deux différents frontaliers, à la jonction du Tibet et du Xinjiang en Chine avec le Ladakh indien et la région de l'Arunachal Pradesh. Ces conflits territoriaux ont déjà mené à des affrontements violents ces dernières années avec plusieurs dizaines de morts de chaque côté de la frontière et même à une guerre en 62. En mai 2020, près de 60 militaires chinois et indiens se sont entretués. Comment ? Ils se sont tapés à main nue ou armés de gourdins, de bâtons et de pierres. Pourquoi ? À cause d'un pacte. Les soldats ne sont pas armés. Le risque de dérapage sur cette frontière précise est trop important. Vous avez devant les yeux la stratégie chinoise du collier de perles. C'est une tactique pour encercler l'Inde avec des ports sous contrôle chinois au Pakistan, en Inde et au Bangladesh. Alors, en théorie, ces ports sont destinés à un usage civil, mais leur construction a été financée par la Chine. Les économies pakistanaises, sri-lankaises et Bangladesh sont fragilisées par plusieurs facteurs, dont celui du piège de la dette chinoise. La Chine peut donc faire pression sur leur gouvernement pour obtenir des concessions, comme par exemple le déploiement de troupes militaires chinoises dans ces ports. C'est la diplomatie Sugar Daddy dont vous parlez dans cette vidéo. Cet encerclement constitue une véritable menace pour la sécurité nationale de l'Inde, d'où la volonté de New Delhi de forger des accords de défense avec les puissances rivales de la Chine, en premier lieu les États-Unis. Alors quel est le principal atout de l'Inde ? Sa géographie. Sous vos yeux, le détroit de Malacca, l'une des principales routes commerciales du monde. Plus de 70% du gaz et du pétrole importé par la Chine transitent par cette région. Il suffirait d'interrompre, même provisoirement, le trafic maritime pour faire vaciller le colosse chinois. Et quelle puissance mieux placée que l'Inde ? C'est la seule dans la région à pouvoir le faire. Ni la Malaisie, ni l'Indonésie, ni Singapour n'ont la volonté ou la capacité militaire suffisante pour intimider la Chine et verrouiller le détroit de Malacca. Même les forces navales états-uniennes dans la région auraient du mal à y parvenir. Elles pourraient y parvenir, mais à quel prix ? Bon, alors, comment s'y prendrait l'Inde ? Grâce à son archipel Andaman et Nicobar, des îles uniquement habitées par quelques tribus indigènes. Mais ça, c'était avant. La nouvelle base navale des Andaman consolide la position militaire indienne dans l'océan Indien. Voilà pourquoi les États-Unis tentent de se rapprocher de l'Inde à tout prix. D'où le silence de Washington concernant les affaires de New Delhi avec Moscou. La Maison-Blanche compte absolument sur l'Inde en cas d'affrontement avec la Chine. Et l'Inde a besoin d'une armée à la hauteur de l'enjeu. Toutes les autres considérations sont secondaires, même l'achat de pétrole russe. D'ailleurs, en ce moment même, il est question de plafonner les prix du pétrole en mettant tous les pays du G20 d'accord pour refuser d'acheter du pétrole russe au-delà de 60$ par baril. L'idée est née au cours du dernier G7. Alors pour l'heure, l'Inde ne semble pas intéressée. Mais dans le fond, ça change pas grand-chose en fait. L'Inde achète à la Russie du pétrole uniquement parce qu'elle peut l'obtenir avec un gros rabais. Un plafonnement, ça changerait strictement rien pour l'Inde. Les États-Unis ferment les yeux sur le commerce russo-indien d'hydrocarbures. Ce qui compte réellement pour Washington, c'est l'aliment de New Delhi sur l'Occident en cas de conflit avec la Chine. Finalement, l'Inde n'est pas réellement une alliée de la Russie. C'est avant tout une question d'intérêt économique et pas d'affinité idéologique. Et toi alors, t'en penses quoi ? Est-ce que les États-Unis et plus largement l'Occident ont raison de ne rien dire et de laisser faire maudit ? Est-ce que c'est un prix juste pour une alliance militaire avec l'Inde contre la Chine ? Dis-nous ce que t'en penses, fais tourner à tes proches, suis-nous sur Instagram et LinkedIn pour être prévenu en avance des futures vidéos. Les ciao et à la prochaine.